Bonjour à tous et bienvenue dans Matin Bonheur. Alors aujourd'hui nous parlons de l'accouchement. Nous pouvons vous le dire, c'est l'action de mettre au monde un enfant. Il en existe deux types, l'accouchement par voie basse et l'accouchement par césarienne. Le deuxième élément cité va nous intéresser aujourd'hui dans Matin Bonheur et ce sera dans notre thématique santé, avantages et inconvénients de l'accouchement par césarienne. Aussi, vous aurez un programme bien calibré, vous aurez du sport, des infos, il y aura le tuto malin à vous proposer aujourd'hui, sans oublier que nous allons parler de que faire après un AVC. Ce sera dans la rubrique Bonne assiette avec notre nutritionniste maison que vous connaissez super bien, le docteur Yves Blanchard-Envaux. Allez, installez-vous bien devant votre poste téléviseur et c'est parti. D'abord pour la météo et ensuite le flash. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, les régions de l'ouest, du littoral et du sud forestier observeront en début de période un temps nuageux avec possibilité de pluie faible. Par la suite, le temps deviendra ensoleillé et au nord, au centre et à l'est, on observera en cours de période un temps partiellement nuageux et relativement ensoleillé. Aux températures, nous pourrons observer 25 degrés à Bengourou, Abidjan et Adiaké, 24 à Bondoukou, Boaké, 25 à Bouna, Bundiali et Daloa, 27 degrés à Dimbokro, 25 à Gagnoa, 24 degrés à Guiglo, 25 à Korogo, 23 degrés à Mont, 24 à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, Sassandra et Soubré, 24 à Tabou, Tiasalé et Touba et 25 à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, les régions du littoral et du sud forestier observeront des passages nuageux denses qui pourraient apporter des pluies faibles ou modérées, accompagnées parfois d'orages. La bande centrale et le nord du pays seront nuageux avec de belles éclaircies et en fin de période, on pourrait y observer des orages et de la pluie, notamment au nord et à l'ouest. Passons aux variables, 34 degrés s'affichera à Bengourou, 32 à Abidjan, 33 à Diaké, 34 à Bondoukou et Boaké, 35 degrés à Bouna, 36 à Bundiali, 35 degrés à Daloa, Dimbokro, Gagnoa, Guiglo et Korogo, 34 degrés à Mont, 35 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 35 à Soubré, 31 degrés à Tabou, 34 à Tiasalé, 35 degrés à Touba et 35 à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous. Bonjour à tous, voici l'actualité nationale en deux escales. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a échangé avec le représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire pour l'hôte du président. Il s'agit d'une visite de courtoisie au président de la République dans le cadre des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international. Jérôme Kofi Aboula. Les relations dont l'excellence ne fait l'ombre d'aucun doute, celles entretenues entre la Côte d'Ivoire et le FMI, Fonds monétaire international. Le représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire en est heureux. Il l'a fait savoir au terme de la visite qu'il a rendue ce mercredi au président de la République, Alassane Ouattara, dans les locaux du palais présidentiel, 6 au plateau. C'était une visite de courtoisie auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a été une opportunité pour moi de me présenter depuis ma récente nomination en tant que représentant résident du Fonds monétaire international. Donc nous avons parlé des relations, des excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international. Et j'ai exprimé au chef de l'État mon désir de continuer à œuvrer pour maintenir et renforcer ces
l'excellente relation. Pour le représentant résident du Fonds monétaire international, la Côte d'Ivoire et son institution sont des partenaires sûrs et entendent le demeurer avec le renforcement de la coopération que les deux parties entretiennent sans ménager d'efforts. Autre volet de l'actualité, le président de la FIFA a annoncé le lancement d'un tournoi interscolaire panafricain de football. Le projet qui repose sur l'organisation du tournoi de football dans les écoles sera lancé en République démocratique du Congo. À l'occasion donc de sa visite en Côte d'Ivoire, Gianni Infantino a appelé les acteurs du football ivoirien à l'unité dans la perspective de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. En Côte d'Ivoire, Salif Ouattara. 5 milliards 450 millions de francs CFA, c'est le don en nature que la Fondation Motsepe octroie pour le projet pilote du championnat panafricain interscolaire. Une compétition destinée aux gamins dont l'âge varie entre 12 et 14 ans et qui est censée démarrer en 2022. Pour marquer le coup, la caravane constituée de plusieurs ministres ivoiriens et de la crème dirigeante du football mondial s'est rendu dans la périphérie nord d'Abidjan, au lycée moderne d'Abobo, pour le lancement de ce championnat interscolaire. Marié Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a jeté quelques bases de cette future compétition panafricaine. Le football occupe aujourd'hui une place particulière parmi tous les sports pratiqués. Il représente un trait d'union, un monde sans frontières entre les peuples, les nations, les continents, des millions de personnes pour lesquelles les barrières géographiques, raciales, culturelles, religieuses ou politiques disparaissent totalement. Face à l'enthousiasme du jeune public à Bobolé, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et Patrice Motsepe de la CAF se sont transformés en entraîneurs. Le temps d'un match amical où aucun vainqueur n'était recherché, mais plutôt la consolidation de l'esprit de fair play et d'unité. Ah Bobo, ça va? J'entends rien. Les jeunes, l'éducation, les écoles, c'est notre futur. Et le football est avant tout une école de vie, une école dans laquelle on apprend à gagner, on apprend à perdre. Patrice Motsepe et Gianni Infantino ne pouvaient quitter Abidjan sans laisser quelques indices sur le futur agenda du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. En appelant à l'unité des acteurs du foot ivoirien, lors d'une conférence de presse, le président Motsepe souhaite afficher sa neutralité dans le processus électoral à la Maison des Verts, dont le rendez-vous des urnes s'annonce pour novembre 2021, après la révision et l'adoption en octobre de nouveaux textes électoraux. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Retour de l'information à 7h. Et on sera encore là. Merci à Régis Kofi pour ce premier point de l'actualité. Vous suivez Matin Bonheur sur RTI 1. Nous avons déroulé comme ça le programme de ce jeudi. Allez, on retourne avec l'actualité et c'est l'heure de la revue de presse. Nous sommes avec lui et c'est toujours un plaisir. Renaud, bonjour. Bonjour, Oswald. Alors, revue de presse de ce jeudi, top, c'est parti. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international sont au beau fixe. Oui, c'est ce qu'indique Fraternité Matin, selon lequel le FMI, par la voix de son nouveau représentant résident en Côte d'Ivoire, s'est engagé à renforcer ses relations. Selon le confrère, M. Kadima Kalonji a fait cette annonce hier à l'issue d'une audience que lui a accordée le président Alassane Ouattara. Et coupure intempestive d'électricité, l'Inter s'est rendu à l'origine et bien sûr du problème. Oui, le confrère a réalisé un reportage sur le sujet. Il en ressort que les barrages hydroélectriques, qui sont l'une des sources de production d'énergie en Côte d'Ivoire, sont presque à l'arrêt en raison des fortes chaleurs que connaît le pays en ce moment. Pour tout savoir sur les incidences occasionnées par les coupures d'électricité sur les ménages et sur les industries, il faut lire l'Inter de ce jour. Et nous restons sur ces coupures récurrentes d'électricité en Côte d'Ivoire. Le Patriote révèle les vraies raisons. Oui, à en croire le confrère, cette situation qui crée de nombreux désagréments en ce moment aux populations ivoiriennes n'est pas du fait de l'État de Côte d'Ivoire qui a réalisé de gros investissements dans le secteur de l'électricité en 10 années. Selon lui, elle est plutôt liée à la baisse des eaux dans les barrages hydroélectriques en raison des fortes chaleurs du moment. Plus de précisions dans le Patriote.
Et on change donc de sujet à présent. Soir Info fait des révélations sur la participation d'Afi N'Guessan aux préparatifs du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Oui, pointé du doigt pour son manque d'implication dans les préparatifs du retour en Côte d'Ivoire du fondateur du parti qu'il dirige, le président du Front populaire ivoirien, reconnu par les autorités ivoiriennes par la voix du secrétaire général de son parti, a battu en brèche les affirmations selon lesquelles il aurait dit ne pas être concerné par le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-chef d'État. Retrouvez dans Soir Info de ce jour toutes les révélations faites à ce sujet et aussi ce qui a été décidé hier par les pro-Gbagbo et le PDCI pour l'accueil de Laurent Gbagbo. Et les obsèques de Laurent Dona Fologo, on en parle, et bien lesquelles obsèques qui démarrent bientôt? Oui, décédé le 5 février 2021, c'est le dimanche 16 mai que s'ouvrent les obsèques de l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Plusieurs hommages seront rendus à l'ex-ministre de la Communication durant cette période qui va se refermer le dimanche 21 mai 2021. Plus de précisions dans le Nouveau Réveil. Et visite en Côte d'Ivoire des patrons de la CAF et de la FIFA, des acteurs majeurs du football national ignorés. Oui, c'est ce que lance à sa une l'intelligent d'Abidjan, selon le confrère. Pendant leur visite de 48 heures en Côte d'Ivoire, Gianni Infantino et Patrice Motsepe n'ont eu aucun mot à l'endroit des regrettés Diengou Senou et Sidi Diallo qui ont tous deux présidé la FIF ou encore pour les autres dirigeants de la Maison de Verre qui ont contribué à donner au football ivoirien ses lettres de noblesse. Et on termine toujours avec le sport. L'élection du nouveau président de la FIF se tiendra en fin d'année 2021. Oui, c'est ce qu'a annoncé la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football ce mardi au cours d'une conférence de presse qu'elle a co-animée en présence de Patrice Motsepe et Gianni Infantino, président de la CAF et de la FIFA. Et selon Mme Dao Gabala, c'est au mois de novembre 2021 que va se tenir cette élection qui va désigner le nouveau patron de la FIF. Il faut rappeler que 3 candidats sont en liste pour ce poste. Il s'agit de Didier Drogba, Sori Diabaté et Idriss Diallo. Et pour rappel, le processus électoral du président de la fêtière du football national avait été suspendu par le comité de normalisation de la FIF et c'était en août 2021 pour des irrégularités. Voilà, merci pour toutes ces informations. Merci. Renaud, et puis on va se retrouver demain pour terminer la semaine. Bien évidemment. Encore avec des infos et vous inciter à converger vers les kiosques à journaux. Même quand vous arrivez devant les kiosques à journaux, pardonnez, achetez. Oui, pas souvent faire, comme le disent les autres, la titrologie. La titrologie. Oui, même si souvent des titrologies qui sont chics. Hein. Mais il faut acheter. Mais il faut acheter. C'est important. C'est ça le plus important. Parce que sans achat, les journalistes ne peuvent pas continuer à produire. Je voulais te titiller un peu. Merci beaucoup. Dans le tuto malin, nous vous permettons d'avoir des astuces, des conseils, des petites techniques comme ça à réaliser chez vous à la maison avec des petites choses, des objets qui sont ça et là. On peut même en recycler aussi. Et aujourd'hui, elle va nous dire comment réaliser un porte-essuie-tout. Avec elle, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. La réalisation va me permettre donc de m'approcher de Koulibaly Ami Vanessa pour, bien sûr, je l'ai dit, comment réaliser un porte-essuie-tout aujourd'hui dans le tuto malin. Alors, on est prêt pour le porte-essuie-tout? Oui, on est prêt. Déjà, on a bien commencé la journée, ça va? Ça peut aller? Ça va. On est en forme pour les téléspectateurs? On est en forme. Top, c'est parti. On a besoin de quoi? On a besoin de carton. Oui. Moi, j'ai utilisé une assiette ovale pour donner la forme, parce que ce qu'on veut réaliser, on a besoin forcément d'une forme ovale. OK. Voilà, donc j'ai découpé déjà 2 cartons. Oui. On a besoin de toile de jute, Oui. de paire de ciseaux, d'un peu de colle, un peu de colle, de pistolet à colle. Encore notre affaire là. OK. De pistolet à colle, de tuyaux, de grains de café. OK. De petits pots en carton. Voilà. Et de ficelle. OK. Voilà. Pour débuter notre porte-essuie-tout, nous allons coller les 2 cartons à l'aide du pistolet à colle. On vous rappelle qu'il faut faire vraiment attention avec le pistolet à colle parce que ça brûle. Hein? Ouais. On sait de quoi on parle. Voilà. On s'arrange. Donc, OK. c'est épais. On va le rhabiller. Avec la toile de jute. Avec la toile de jute, préalablement découpée.
Vous en utilisez beaucoup, hein, des toiles de jute. Oui, j'adore. Ça fait original. Et ça fait aussi africain. Africain, Oui. exactement. D'accord. Je- On a préalablement découpé pour faciliter l'habillage. Parce que quand on ne fait pas des petites fissures, Oui. ça se gonfle. Donc on découpe un peu pour que ça puisse être facile à habiller. Donc on va mettre de la colle tout autour. Toujours attention au pistolet à colle. Oui. Cette fois-ci, vous ne m'aidez pas. Ah là là. C'est vrai que... Attendez, je retire ça. Déjà. Oui, je sais au moins quelque chose. Hein. Le pistolet à colle. Et oui. Nous allons rhabiller. À la maison, c'est vrai que c'est pas évident de faire tout ça, mais bon. Quelques petites techniques comme ça avec Vanessa l'experte. On peut bien tenir. Voilà, voilà, ça sera plus facile. Toujours faire attention avec la colle du pistolet. Voilà. Toujours faire vraiment attention. Comme diraient les enfants, eh bien, façon ça pique. Eh bien. Donc tout autour de notre, carton, voilà. Voilà, nous allons étaler la colle. Oui. Bien installer la toile de jute. Bien sûr. Pour donner un aspect assez particulier à notre petite déco. Peut-être parce que nous sommes à la télé, on va un peu vite, sinon on prend quand même le temps de... Oui, on va se retrouver à ça, voici l'arrière. Pour un effet d'esthétique, on va l'habiller, habiller l'arrière. Ok. Toujours avec notre pistolet à colle. Oui, le pistolet à colle, moi je le trouve plus fiable que les autres colles. Nous allons recharger avec une balle notre pistolet. Ah, cher pistolet, tu ne vas pas nous lâcher maintenant? Non, pas du tout. Voilà. Okay. On va étaler la colle partout. Voilà. Et nous allons habiller l'arrière. Ok. Et ensuite? Voilà. Quand c'est habillé, nous allons maintenant bien découper. Que ça tombe juste. Il nous reste 8 petites minutes. Si, on va faire. On va faire vite. En tout cas, Karim nous fait savoir qu'on a juste un peu de temps avant de poursuivre. Maintenant, sur les extrémités de l'arrière, tout au bout, nous allons faire passer les ficelles. Ok. Et c'est toujours avec de la colle? Ah, toujours avec la colle. Ok. C'est plus pratique, c'est plus rapide. Et avec ça, on n'a pas besoin de perdre le temps. On va très vite. On va très vite. Donc, ça va tourner comme ça. Voilà. Je vais donner déjà la forme. Ok. Avec la ficelle, pas trop grande, pour pouvoir faire passer après le tuyau. Ok. Donc, je mesure comme ça. Voilà. Combien de minutes en général là, pour ça? Juste 10 minutes. 10 minutes. Voilà. Nous allons découper 2 ficelles de la même taille. Oui. Attendez, on en enlève encore. Non, c'est bon. Ok. On ne va plus utiliser. Voilà. Ces ficelles est bien pour permettre d'accrocher? Exactement. Exactement. Avant de coller, nous allons utiliser la petite ficelle pour attacher le bout. Ok. Eh bien,
C'est le tuto malin que vous suivez dans Matin Bonheur sur RTI 1 et nous sommes en train de savoir comment réaliser un porte-essuie-tout. Voilà. Quand il est bien collé, nous allons faire le tour. Le coller maintenant sur la face avant. Oui. J'espère qu'on aura du temps pour vous montrer un peu la forme finale de notre porte-essuie-tout. Moi, je dis version africaine. Version africaine. Version africaine, oui. On imagine cela dans le salon, ça va donner une belle petite touche. Attention, on l'a dit, hein, ça pique, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Anjoal, il est un peu loin de cette affaire-là, mais bon. Promis, juré, jeudi prochain, je vous aide. Ouais. Sans la colle. Nous allons attacher la deuxième corde. OK. C'est pour faire l'arrière, pour l'accrocher. Oui, oui. On espère que vous suivez bien, hein, chers téléspectateurs. Quelques petites techniques comme ça pour faire la déco à la maison, avec des objets qui sont pas bien loin. Donc on s'arrange à ce que les deux aient la même distance. Oui. Voilà. La même distance et la même taille. Comme ça. OK. Donc on va coller l'autre partie. OK. Et pareil aussi, on colle à l'arrière. On colle à l'arrière. Voilà. OK. Donc ça, c'est comme ça. Nous avons utilisé des grains de café. Ça, j'ai utilisé un gobelet en carton que j'ai bombé avec un spray noir. Et j'ai commencé à coller des grains de café. C'est pour faire joli. Donc on va, on va poser. J'ai divisé le gobelet en carton en deux. Donc c'est pour juste faire joli. Oui, c'est pour décorer. Oui. Voilà. On peut rajouter des grains de café. OK. Et après ça, rapidement, puisque nous sommes déjà arrivés au terme de l'émission, avec le tuyau, nous allons utiliser la ficelle. Oula. Oula, elle est tombée. Mais si on peut la couper d'ici. OK. Alors, on peut la couper d'ici. On utilise cette ficelle pour habiller notre tuyau. Voilà, avec la ficelle toute petite, on fait passer le tuyau là. OK. Alors, ce qu'on va faire... On met notre essuie-tout. Oui. Et on fait comme ça, tout simplement. Tout simplement. Passer notre essuie-tout. Alors, ce qu'on va faire, vous aurez le résultat à la fin, bien sûr, de cette émission. On aura la possibilité de vous montrer, bien sûr, la fin de notre comment réaliser un porte-essuie-tout dans cette émission Matin Bonheur. Juste le temps de laisser Vanessa Mikoulibaly de terminer, bien sûr, ce qu'elle a fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on se retrouve à la fin de l'émission, bien sûr, pour montrer le résultat final. Bonjour à tous. Deuxième point d'information dans cette matinale. L'actualité internationale a commencé par le Niger. Au moins 15 soldats nigériens ont été tués et 4 autres blessés dans une attaque terroriste mardi dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays, proche du Mali, portant à 31 le nombre de militaires morts en 4 jours dans des attaques djihadistes, a annoncé hier soir le gouvernement.
Chez le voisin au Mali, on évoque l'enlèvement du journaliste français Olivier Dubois, collaborateur de différents médias. Il a lui-même affirmé dans une vidéo diffusée hier sur les réseaux sociaux avoir été enlevé le 8 avril à Gao, dans le nord du Mali, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, branche locale d'Al-Qaïda, et appelle les autorités françaises à l'aide. Réaction. Vous confirmez la disparition au Mali du journaliste Olivier Dubois. Et je veux évidemment immédiatement lui adresser mes pensées à ses proches et adresser mes pensées à l'ensemble des rédactions avec lesquelles il a l'habitude de travailler. Nous sommes en lien évidemment avec sa famille, avec ses proches. Nous effectuons et nos services effectuent actuellement les vérifications techniques d'usage sur la vidéo qui a été diffusée. Je ne dispose pas davantage d'informations à ce stade. Un bâtisseur, un stratège, mais aussi un législateur, ses fautes, comme le rétablissement de l'esclavage. Napoléon Bonaparte est une part de nous, a affirmé Emmanuel Macron. Le président français en dressant mercredi un portrait en clair-obscur de l'empereur, figure incontournable de l'histoire de France, mort il y a 200 ans. C'était lors de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte aux Invalides. Bâtiments incendiés et commissariats en cendres, les Colombiens continuent de manifester contre la réforme fiscale et plus largement contre le gouvernement de droite. Après la manifestation, une pénurie de carburant est observée dans tout le pays. L'ONU, l'Union européenne, les États-Unis et des ONG ont appelé au calme et dénoncé la répression des manifestations qui ont fait une vingtaine de morts et des centaines de blessés. C'est une réussite pour la société SpaceX, un prototype de la fusée géante Starship développé par SpaceX dont les 4 précédents vols d'essai s'étaient soldés par d'impressionnantes explosions, a réussi hier son atterrissage. Des flammes s'échappaient de la base de la fusée, puis après l'atterrissage, selon la retransmission vidéo diffusée par l'entreprise. Mais elle semblait avoir été éteinte grâce à des canons à eau quelques minutes plus tard. Et puis du football. 2 équipes anglaises se retrouvent en finale de la Ligue européenne des champions après Manchester City, tombeur du Paris Saint-Germain. Chelsea a pris son billet pour la finale. Les Blues ont surclassé le Real Madrid. Score final 2-0. Hier, la finale, la 3e 100% british de l'histoire de la compétition aura lieu le 29 mai prochain à Istanbul, en Turquie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Angeval pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup à Régis Kofi. Régis, le Real, il va bien? Très bien, bon, enfin, découragé, mais bon. Mais nous sommes encore en compétition pour la Liga. On espère on espère remporter ce championnat. Bien sûr, j'aime la persévérance. Ouais, on va le faire. OK. On va le faire. Il n'y aura pas d'année blanche. Voilà. Pas du tout. Voilà. Et on le dit aux supporters du Barça. Alors, je l'ai réveillé, vous voyez. Et là, il a fini le flash, mais il est encore dans son affaire. En tout cas, merci beaucoup à Régis. Merci. Et puis, bonne chance au Real. Allez, un autre moment que vous aimez bien dans Matin Bonheur, ce sont les échanges, bien sûr. Alors, aujourd'hui, l'accident vasculaire cérébral soudain et imprévisible, pilule dans notre société. Sujet, donc, à remettre sur la table, cette fois-ci avec un accent sur la prise en charge et surtout l'aspect diététique. Comment bien récupérer après un AVC? Nous en parlons avec le docteur Yves Blanchard-Envaux. Il est nutritionniste et ce sera juste après ce jingle. Bonjour docteur. Bonjour Angeval. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup à vous. Alors, piqûre de rappel donc, on parle encore certes de l'AVC, on va encore définir l'AVC et tout, histoire de mieux comprendre, encore une fois, on va dire, cette maladie qui pilule dans notre société. Effectivement. Alors, selon la définition des cardiologues, l'AVC, c'est un accident. Ce sont des accidents cérébraux qui arrivent, qui entraînent des différences tant au niveau du cerveau qu'au niveau des membres aussi. Donc, il existe différents types d'AVC, 2 ou bien 3.
Bon, ça sont les spécialistes, ils vont en définir. Alors, le premier, et je pense que ce qui est majoritaire, c'est l'infarctus. Là, c'est un caillot qui va empêcher la bonne oxygénation du cerveau. Et l'autre, c'est une hémorragie, donc une rupture d'une artère. Donc, ça, c'est les deux principaux types de AVC qui existent. Ok, merci déjà pour ce rappel-là. Donc, est-ce qu'on peut avoir aussi les causes, avant même de rentrer dans l'aspect diététique et tout, comment se nourrir et comment bien récupérer? Il existe plusieurs causes. Plusieurs causes, bon, je dirais quelques-unes, peut-être le diabète, qui peut entraîner un remodelage des artères, donner une artériosclérose. Il y a aussi, bon, les cardiologues sont bien placés pour donner les différentes causes, mais ici, il est sécrété par le cholestérol, le diabète et aussi la matière grasse. Et puis, autres facteurs que voilà, certains spécialistes diront. Voilà. Alors, parlons à présent de la prise en charge. Comment pourrait-elle se faire? Alors, généralement, quand un AVC survient, la première des choses à faire, c'est de voir un cardiologue le plus tôt possible. Voilà, parce que plus on met du temps, plus le pronostic vital est engagé. Donc, le plus tôt possible, le cardiologue intervient. Lui, maintenant, verra, après les différents examens, les scanners, etc., verra où est-ce qu'il faut faire l'orientation. Est-ce qu'on doit voir... Bon, ça peut être un AVC transitoire, bon, là où on n'a pas besoin de grands moyens, mais comme ça peut être un AVC très sévère, où, par exemple, le cardiologue va faire appel à ses collègues, notamment un neurologue, etc. Donc, ça dépend à quel niveau se trouve le problème. Alors, on fera appel, par exemple, à un neurologue s'il le faut, ou bien à un kinésithérapeute quand il le faut pour OK. Et aussi, on fera appel aussi peut-être à un orthophoniste au cas où le besoin se fait sentir. Et enfin aussi, on fera appel aussi à un nutritionniste pour voir un peu à quel niveau se trouve le problème à ce niveau. C'est-à-dire que si il s'agit de causes liées au diabète, ou bien du cholestérol, ou bien de la matière grasse, alors quelle est la place de la diététique dans la prise en charge d'un AVC? Alors, parlons-en de cette place de la diététique là. Mais avant, moi, j'ai envie de demander, vous qui êtes nutritionniste, qu'est-ce qu'il faut consommer pour ne pas que cela soit aussi l'une des causes d'un début d'AVC? Par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait consommer pour ne pas être diabétique et tout, et puis ne pas avoir d'AVC et tout? Alors, comme je l'ai dit, ça dépend des causes. Quand il s'agit des causes liées à l'alimentation, notamment le diabète, alors on pourra faire une prise en charge pour le diabète. Si c'est une cause liée au cholestérol aussi, donc c'est différent. Oui. La prise en charge doit différer, que ce soit pour un diabète ou bien pour du cholestérol ou bien par exemple de la matière grasse, parce qu'il faudra faire la différence entre le cholestérol et puis la matière grasse. Certes, le cholestérol, fait partie de la grande famille de la matière grasse, mais il y a le cholestérol à part et puis la matière grasse à part. Alors, quand il s'agit d'une prise en charge d'un AVC dû à un diabète, alors la prise en charge est différente. Alors, le thème aujourd'hui, il est important parce que on a vu dans beaucoup de cas, la prise en charge est faite sans qu'on fasse appel au nutritionniste. C'est-à-dire que alors, la personne a peut-être eu une hémiplégie, donc après le cardiologue ou bien chez le neurologue, il va voir un kinésithérapeute pour faire une prise en charge. Mais il ne se demande pas qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que la cause. Quelle est la cause de cet AVC? On peut dire par exemple qu'il y a eu un caillot au niveau d'une artère. Mais le caillot, c'est quoi? Le caillot, non, généralement, c'est de la matière grasse, mais c'est du cholestérol qui s'est associé avec du calcium et puis à boucher. Mais d'où vient le cholestérol que vous avez produit? Donc, alors on dit le cholestérol, c'est de la matière grasse, mais ne voyez pas le cholestérol comme une source. C'est-à-dire que la source du cholestérol, ne croyez pas que non, c'est parce que j'ai mangé gras qu'il y a eu du cholestérol. Parce qu'une fois, on voit souvent dans certaines publicités ici, non, le monsieur il a mangé une sauce graine, il est tombé, il a fait un AVC. Non, ne voyez pas la chose comme ça. Ce n'est pas la sauce graine, ce n'est pas la matière grasse que nous avons mangée qui induit une production de cholestérol. Il y a toujours insisté sur cette antenne. Faisons attention à notre consommation en sucre. Le sucre se comporte de différentes manières. Lorsqu'on parle de cholestérol, pensons surtout au sucre. Lorsqu'on parle du cholestérol, pensons surtout à la manière de consommer du sucre. On peut citer quelques erreurs.
ou bien quelques aliments qui vont induire du cholestérol. Je vais citer par exemple. Oui. Il y a ce qu'ils appellent l'héritage colonial. Ce qu'ils appellent l'héritage colonial, c'est le café au lait le matin, café au lait le matin avec du pain. Chez les enfants, ça passe. Mais à un certain âge, cet aliment, il faut le réduire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'index glycémique des aliments. C'est-à-dire que cet aliment descend trop vite dans le sang. Et plus un aliment descend rapidement dans le sang, plus l'index, il induit une production de cholestérol. Oui. Voilà. Donc, cet aliment, que beaucoup de personnes, ils ont fait un AVC, ils sont en rééducation, mais ils continuent de manger le café au lait. Vous voyez un peu, voilà. Et ça fait du cholestérol. Chez la femme, ça passe. Chez l'enfant, ça passe. Mais pour un garçon, il vous a toujours dit, il y a une différence entre l'homme et puis la femme. Chez l'homme, à un certain âge, à partir de 42 ans, 45 ans, lorsque vous continuez de faire du café au lait régulièrement les matins, c'est sûr que vous allez faire du cholestérol. C'est sûr. Maintenant, si c'est ce cholestérol qui est à la base de votre AVC et que vous continuez de faire du cholestérol, vous allez voir que vous allez récidiver. Vous récidivez, mais sans savoir juste qu'est-ce qui fait que je fais un AVC, 2 AVC sans savoir. Mais vous n'avez pas arrêté de produire le cholestérol. Il y a ça. Il y a ce qu'on appelle par exemple les bouillies. Les bouillies, ce qui est bouillie, baka, voilà, bouillie de riz, voilà, etc. Ça aussi, riz, de mil, effectivement, c'est un aliment qui a un index glycémique très élevé. Et lui aussi, il induit le cholestérol. Il induit aussi la production de cholestérol. Alors, il y a certaines personnes qui ont un péché mignon. Un péché mignon, ça veut dire que le matin, il fait son petit déjeuner, toujours accompagné d'un jus. Donc, tout ce qui sera liquide sucré, c'est-à-dire que cet ensemble de café au lait, cet ensemble de baka ou bien du kwaké au lait, on peut prendre le kwaké simplement, du kwaké au lait, kwaké sucré au lait, ou bien par exemple la bouillie de riz, la bouillie de mil. Alors, pour les enfants, pour la femme, ça passe, mais pour l'homme, à un certain âge, il faudra réduire parce que ces aliments-là induisent beaucoup le cholestérol. Donc, pour quelqu'un qui a fait un AVC et que dans sa rééducation, on continue de lui donner ces aliments, vous allez voir qu'il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. Est-ce qu'il y a une certaine fréquence, la fréquence pour consommer cela? Quand vous parlez de réduction, si on le faisait peut-être tous les jours? C'est dangereux. Tous les, même si vous faites 2-3 fois la semaine, c'est dangereux. Okay. On pourra faire, on dit généralement c'est à modérer, c'est-à-dire qu'une fois la quinzaine, à modérer une fois la quinzaine, mais quand c'est établi comme un petit déjeuner normal, que tous les matins, il fait soit un café au lait ou bien par exemple la bouillie de riz, la bouillie de mil, ou bien faire un kwaké sucré le matin. Alors quelqu'un qui a fait un AVC dû au cholestérol qui continue, vous allez voir qu'un jour il a de fortes chances de récidiver. Voilà. Alors pour quelqu'un qui a fait par exemple un AVC qui généralement est à la suite d'un diabète, oui, vous allez voir que il faut d'abord prendre en charge le diabète. Parce que généralement, moi je le dis, ici que la prise en charge du diabète en Côte d'Ivoire est à revoir. Voilà, à revoir parce que on ne dit pas d'interdire les aliments, mais il faut expliquer dans un langage terre à terre, faire comprendre à tout le monde qu'à un certain âge, voilà comment il faut manger. Avant, pour ceux qui ont fait des AVC en son temps, il n'y avait pas de spécialistes d'alimentation. Mais aujourd'hui, il y a des spécialistes d'alimentation qui sont dans les centres médicaux qui sont disposés à donner des conseils au niveau de l'alimentation. Donc, qui ont le mot à dire. Qui ont le mot à dire. Alors, il faut considérer tout ensemble. C'est-à-dire que le kinésiste, le neurologue, le cardiologue, et aussi, c'est lieu l'orthophoniste, et aussi le nutritionniste. Parce que s'il s'agit d'un AVC qui est dû à une cause de diabète, alors il faut considérer, prendre en charge le diabète. Parce que quand le diabète est mal pris, quand le diabète est mal suivi, alors les conséquences sont très nombreuses, dont l'AVC. Alors, j'ai toujours dit ici que dans le cas du diabète, j'insiste beaucoup sur le diabète parce qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes ont une tendance diabétique. Il faut revoir notre manière de manger. Il faut revoir notre manière de manger. On a l'habitude de dire, non, nos parents ont mangé ceci avant, ils n'ont rien eu. Mais les temps ont changé. Les temps ont changé. Donc, aujourd'hui, il faut revoir notre manière de manger. Quand il s'agit d'un AVC qui est dû à un diabète, il faut revoir la manière de manger de la personne qui a fait un AVC dû au diabète. Il faut contrôler le taux de sucre parce que aussi longtemps qu'il y aura beaucoup de sucre dans le sang, alors vous allez voir que le patient aura de fortes chances de récidiver. Alors, docteur Yves Blanchard-Envaux, comment bien récupérer après un AVC? Un patient ou quelqu'un a eu un AVC, Dieu merci, cette personne s'en sort. Il y a peut-être quelques séquelles qui vont conduire cette personne à faire une rééducation et tout, faire un peu de sport pour essayer de retrouver les mouvements quotidiens des membres. Côté nutritionniste, côté nourriture, comment bien se nourrir après un AVC? Qu'est-ce qu'il faudrait manger après un AVC? Alors,
Donc, pour la prise en charge, je vais juste faire une petite parenthèse sur le côté kinésithérapeute, parce que ce côté aussi, souvent, c'est un peu défaillant. Oui. Parce oui. que avant de revenir à cet aspect. Voilà, les séances, souvent, on trouve que c'est un peu coûteux, mais on commence à faire une rééducation quand il y a une hémiplégie ou, par exemple, un membre qui ne fonctionne pas bien. Alors, on fait, le kinésie fait des séances de rééducation. Et aussi, souvent, on dit aux parents, accompagnez le kinésie, parce que s'il y a des jours qu'on n'a pas les moyens pour payer les frais du kinésie, alors le parent peut essayer de faire une rééducation selon les conseils que vont donner le kinésithérapeute. Maintenant, quand il s'agit de l'alimentation, comme je l'ai dit, cherchons à savoir, si il s'agit du cholestérol, quels sont les aliments qui induisent le cholestérol? Cherchons à savoir quels sont les aliments qui ont induit cette embolie, qui ont induit un peu cette thrombose, qui a bouché un peu cette artère-là. Donc, alors, le patient, lorsqu'il vient, on essaie dans l'interrogatoire, on essaie de trouver et on essaie de détecter un peu l'aliment qui induit et le cholestérol. Il y en a plusieurs. Souvent, c'est un seul aliment. Une seule erreur seulement peut ôter la vie d'une personne. Une seule erreur. Il y a des gens qui... Vous connaissez un monsieur qui avait souvent, comme on a dit... il était beaucoup accro aux frites de pommes de terre. Les frites. Oui. Voilà. Les frites, vous allez voir que les frites, chez les enfants, ça passe, chez la femme, ça passe. Mais chez un homme d'un certain âge, lorsque vous faites les frites, et ce monsieur, son seul problème, c'est les frites. Lorsqu'il venait en consultation chaque 3 mois, il avait toujours un cholestérol élevé. Mais on dit, monsieur, mais il faut réduire, ce sont les frites. Vous avez fait beaucoup d'efforts, mais il dit vraiment, il est attaché aux frites. On a des péchés mignons comme voilà, ça qui peuvent nous créer des problèmes. Et lui, son problème, c'est les frites. C'est les frites de pommes de terre. Pendant plusieurs années, avec un jour, il soit résolu, vraiment, je vais arrêter les frites, et il a arrêté les frites et son problème est résolu. Donc souvent, c'est un problème, une seule source qui peut entraîner le cholestérol, comme souvent plusieurs sources. Même le riz, aujourd'hui, nous avons les riz importés. C'est tellement raffiné, lorsque ce riz-là, lorsque vous le mangez un peu chaud, fumant, vous faites du cholestérol. Donc il y a plusieurs causes. Donc c'est à la suite, lorsqu'on écoute le patient, si c'est un café qui prend le matin, ou bien c'est un jus de fruits qui prend, ou bien par exemple les fruits de pommes de terre, ou bien par exemple le pain blanc. Il y a toujours dit ici, nos pains sont faits à partir de la farine tellement raffinée que aujourd'hui on ne conseille même pas de prendre du pain blanc simplement. On mange du pain avec quelque chose, voilà, du pain avec quelque chose, pain poisson, pain avocat, pain de la viande, mais pas bien de prendre du pain simplement comme ça, le croquer, parce que lui aussi, il a l'index glycémique élevé, va induire le cholestérol. Surtout quand il est chaud. Parce qu'on aime bien faire cela. Voilà. Le pain chaud, on le consomme simple et tout. Voilà. Là aussi, l'index glycémique est élevé et ça entraîne un dépôt de cholestérol. Il y a aussi, donc j'ai dit le cholestérol, quand il s'agit du diabète, il a toujours dit que réduisons notre consommation en sucre du soir. On a écouté plusieurs patients en convalescence et souvent leurs époux sont venus et on échange. Qu'est-ce que vous donnez à monsieur qui a fait un AVC? Non, le soir, monsieur veut manger léger. Le soir, il boit les bouillies de riz pour dormir. Mais qu'est-ce qui est léger dans les bouillies de riz? Qu'est-ce qui est léger? Monsieur Angeval, qu'est-ce qui est léger? La bouillie de riz n'est pas légère en sucre. La bouillie n'est pas légère en sucre. La bouillie est riche en sucre. En fait, les gens parlent de léger dans la mesure où, étant donné que c'est liquide, on se dit que c'est léger. Mais du fait que c'est liquide, ça descend vite, alors l'index glycémique est élevé. Et c'est du fait que c'est élevé qui induit la production de cholestérol. C'est une grosse erreur, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, non, mon mari a fait un AVC, comme actuellement il n'arrive pas à bien manger, alors on fait une bouillie de riz normalement. Et ça, c'est une grosse erreur. Mais pourquoi on n'a pas fait une soupe de poisson? Une soupe de poulet, une soupe de poisson pour lui donner accompagné de quelque chose. Et puis, il fait une bouillie de riz. Parce que moi, je dis toujours, quand il s'agit du cholestérol, vérifions. Ce n'est pas le cholestérol que nous avons mangé, non. On dit le cholestérol que vous avez mangé n'est tenu qu'à 25%. Lorsqu'on fait le rapport avec le cholestérol sanguin, ce n'est que 25%. La majeure partie, les 75%, sont dus à une production interne dans le foie. Donc, lorsqu'on échange, après l'interrogatoire, on se rend compte que ce monsieur, voici un peu ce qui induit le cholestérol chez ce monsieur. Voici. Donc, c'est ça. Mais tant que vous ne saurez pas ce qui induit le cholestérol, vous allez voir que, alors comme je dis, en tradition, on dit chez nous que l'adage dit que lorsque vous passez sur une route, qu'une pierre vous a fait tomber, tant que vous n'enlevez pas cette pierre, vous allez toujours retomber. Donc, cherchez à savoir qu'est-ce qui a induit un peu la production de cholestérol. Et il y en a beaucoup, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs causes. Le cholestérol, il y en a plusieurs. Et bien sûr, il n'y a pas le stress. Quand il s'agit de l'alimentation, alors vous allez voir que il existe plusieurs causes au niveau de la production du cholestérol. Dans ce que vous êtes en train de nous dire, on comprend aisément que vous voulez nous ramener un peu à la source même de ce qui a causé notre mal avant peut-être de parler de comment bien se nourrir, qu'est-ce qu'il faudrait manger et tout. Non, il y a ça. Il y a la source même.
Parce que nous avons déjà fait une erreur, puis l'AVC est intervenu. Alors les cardiologues essaient tant bien que mal d'essayer un traitement sérieux. Mais vous-même, là, qu'est-ce qui entraîne le cholestérol? Si vous continuez dans vos erreurs, vous allez voir que la prise en charge sera compliquée. Voilà. Donc il y a d'abord les erreurs à ne pas faire avant l'AVC. Maintenant, lorsque vous faites un AVC, alors qu'est-ce qu'il faudra faire pour ne pas que vous récidivez? Et c'est un peu ça. Cherchez à savoir, est-ce que l'AVC est consécutif à quoi? À un diabète, ou bien à un cholestérol, ou bien beaucoup de gras dans le sang. Alors quand il s'agit de l'un ou l'autre, ou bien si c'est autre facteur que les cardiologues, par exemple, diront que ça n'a rien à voir avec l'alimentation, à leur niveau, ils vont faire la prise en charge. Mais quand il s'agit d'un AVC qui est lié à l'alimentation, notamment le cholestérol, ou bien autres éléments liés à l'alimentation, tels que par exemple, les triglycérides. Les triglycérides, c'est la graisse dans le sang. Alors, ici, lorsqu'on dit les triglycérides, la graisse dans le sang, ce n'est pas parce que lui, il a mangé gras, qu'il a mangé la sauce graine. Je le dis parce que je dis la sauce graine parce que généralement, c'est cette sauce-là que tout le monde incrimine. Voilà, qu'il a eu le gras dans le sang. Non. Le gras dans le sang, c'est un excès d'énergie. Souvent, on mange beaucoup. Voilà. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui est là et puis chaque semaine, il reçoit 200 000 et il reçoit 500 000 chaque semaine. À un certain niveau, vous allez essayer d'épargner. Vous allez essayer d'épargner parce qu'au départ, dans l'euphorie, vous allez dépenser les 500 000 par semaine. Et puis, un matin, vous allez commencer à réfléchir, je vais épargner. Et vous allez épargner, le corps va épargner sous forme de gras. Le corps va épargner cet excès d'énergie. Parce qu'il y a des gens qui mangent beaucoup. Ils mangent beaucoup, de nature, ils mangent beaucoup. Le matin, il faut un petit déjeuner très lourd. Si c'est un petit déjeuner qui doit attendre autour de 600 kcal, 700 kcal, ils vont faire un petit déjeuner de 900 kcal. Alors, il y a 200 kcal que le corps va essayer d'épargner. Voilà. Il y a des personnes qui mangent beaucoup, mais qui ne sont pas fortes côté forme, qui sont très sveltes et tout, mais qui mangent beaucoup. Ne confondons pas l'énergie et puis l'obésité. L'obésité n'est pas forcément due à un excès d'énergie. Merci pour la précision. Voilà. L'énergie peut contribuer à une obésité, mais l'obésité n'est pas la principale, l'excès d'énergie n'est pas la principale cause de l'obésité. Sur cette antenne, il y a souligné que l'excès de sel induit aussi l'obésité. L'excès de sel. Donc, quand on dit sel, c'est manger beaucoup de sel, mais aussi les aliments riches en sel. Donc, il dit par exemple que lorsqu'il s'agit d'un AVC qui a dit par exemple un excès de gras dans le sang, alors vous allez voir par exemple que c'est cet excès d'énergie. Voilà, donc l'énergie accompagnée d'un déficit de sport. On ne fait pas de sport, on ne brûle pas l'excès de calories. Il y a ce qu'on appelle par exemple le métabolisme basal, c'est-à-dire qu'il y a l'énergie que nous avons, que nous dépensons lorsque nous ne faisons rien. Il y a cette énergie-là. Mais l'excès d'énergie que nous apportons au corps, nous devons le brûler sous forme de... nous devons le brûler par la pratique des exercices physiques. Soit du sport ou bien une activité. Même au travail, il y a certaines personnes qui ont, dans leur travail, dans leur activité quotidienne, dépensent beaucoup d'énergie, comme s'ils font du sport. Donc, il faut brûler cette énergie-là. Mais même si on brûle cette énergie, l'erreur, il faudra réduire l'excès. Il faudra réduire. Parce que j'ai vu quelques exemples que j'aimerais bien citer. On a croisé certaines personnes qui font du sport. Dans les échanges, ils ont dit non, moi je suis maître de sport, ils font du sport. Mais après, ils ont eu à faire un diabète, ils ont eu à faire un AVC. L'erreur, voici une erreur. Après avoir fini de faire le sport, après la pratique du sport, ils se mettent à prendre par exemple du jus. Ils prennent du jus sous prétexte qu'ils vont remplacer ce qu'ils ont dépensé ou bien ils ont besoin de sucre. Mais moi, je leur dis une chose que alors, vous avez fait du sport, vous avez brûlé les calories. Et sur place, vous allez prendre du jus. Mais c'est vrai, le sucre va aller remplacer. Au contraire, au lieu de réduire la consommation de sucre, vous allez remplacer le sucre. Mais avant que le sucre aille remplacer, la descente du sucre déjà, il aura un effet. C'est-à-dire que sur le chemin du sucre, il y aura un effet qu'on appelle par exemple la lipogénèse. Avant que le sucre n'aille se déposer, parce que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous dépensez l'énergie, vous dépensez l'excès de sucre. Alors, vous prenez du jus pour remplacer. Pourquoi est-ce que vous remplacez? Alors que vous avez besoin de le dépenser. Maintenant, même si vous avez l'intention de remplacer le sucre que vous avez brûlé... Pour terminer, 30 secondes. Alors, mais sachez que sur le chemin de remplacement, il y a une lipogénèse, une production de cholestérol.
C'est ce qui est dangereux. Parce que beaucoup de personnes disent non, moi je fais du sport, je peux boire le jus de fruits comme je veux. C'est une très grosse erreur. Merci beaucoup. Dr Yves Blanchard-Envaux, comment bien récupérer après un AVC? On est allé un peu plus au début avec la définition de l'AVC. Ensuite, les causes et essayer de vous dire comment vous orienter de manière diététique. Merci à vous. Merci. Et puis, excellente journée. On reviendra forcément sur ce sujet très important qui va éclairer encore nos lanternes sur tout ce qui nous entoure. Dans quelques instants, vous aurez la santé. On en parlera encore avec un autre invité, Dr Kimou. Et cette fois-ci, ce sera l'accouchement par césarienne. Dans quelques instants. Bonjour, docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, on va être avec nos dames, mais aussi nos hommes, quelque part. Alors, accouchement par césarienne, avantages et inconvénients, on en parle aujourd'hui donc, mais on aimerait déjà, en entrée de jeu, vous demander à quoi consiste l'accouchement par césarienne. Merci, Ange. L'accouchement par césarienne, c'est l'intervention chirurgicale qui consiste à extraire l'enfant de l'utérus de la femme après incision de la paroi abdominale. Okay. Donc, on incise la paroi abdominale, on incise l'utérus et on extrait l'enfant. C'est par ces gestes-là qu'on qualifie de césarienne. Oui, pour mieux comprendre, on fait une ouverture pour extraire, bien sûr, l'enfant. Pourquoi une césarienne et à quel moment? Alors, toutes les césariennes sont pratiquées avec des indications bien précises. Okay. Alors, l'objectif du gynécologue, c'est de mettre au monde un enfant avec moins de complications pour la maman et moins de complications pour le bébé. Alors donc, les indications de césarienne sont bien précises. On ne fait pas une césarienne parce qu'on a envie de la faire. On la fait quand une indication est nécessaire. OK. Ce n'est pas la femme en couche qui décide de... Non, moi, je voudrais faire accoucher par césarienne ou bien par voie basse? Non, non. Elle ne décide pas. Elle ne décide pas. Parce que l'intervention chirurgicale a ses risques. Oui. Alors, on ne va pas soumettre, en tant que professionnel de la santé, soumettre une femme à une césarienne en sachant qu'elle n'en a pas besoin. Alors, moi, je vais vous emmener maintenant à regarder cet élément avant de poursuivre dans plus de détails avec vous. Eh bien, quelques Ivoiriens donnent leurs expériences sur la césarienne. On écoute donc le témoignage de cette dame qui, après avoir fait une césarienne, finit par accoucher normalement. On regarde 5 minutes et on revient. Normalement, c'était prévu que j'accouche par voie basse, mais les choses se sont passées autrement et j'ai été césarisée. Tout s'est bien passé, mais c'est après la césarienne. La plaie, il y avait eu un abcès au niveau de la plaie, il y avait eu un peu de pus, bon, c'était infecté. Donc, ils étaient obligés de traiter la plaie et puis refaire une deuxième fois, une deuxième, bon, je ne sais pas comment on peut dire ça, une suture. Ils avaient ouvert la plaie totalement et puis bon, après, ils ont traité bien la plaie et puis après, bon, ils ont fait d'autres sutures pour pouvoir refermer, quoi. Ma soeur a eu à subir une césarienne et après la césarienne, quand on est allé lui rendre visite à l'hôpital, quelques instants après, on a constaté qu'elle a commencé à vomir. Et quand on a appelé le médecin, puisqu'on était vraiment sous le choc et tout ça, on n'avait jamais vu ça. Quand on a appelé le médecin, elle a dit que c'était normal parce que c'était dû aux produits qu'ils ont utilisés pour la chirurgie qui sont en train de se dégager de son corps. Et donc, bon, elle a fait un bon moment quand même, mais elle ne pouvait pas manger solide. Donc, elle mangeait tout ce qui était, on va dire, léger. Pour que ça a pris un bon moment quand même pour que ça s'habitue à son corps, autour de 3 mois par là. Et c'est à la suite de cela qu'elle a pu manger quelque chose de solide. Mais bon, maintenant ça va. Elle a repris forme, elle a repris ses activités, ça va. J'ai ma grande soeur qui a fait la césarienne. La grossesse a duré pendant 9 mois et 10 mois plus tôt. Bon, lors de l'accouchement, ils ont fait par césarienne. Elle est quittée à l'hôpital, ça s'est bien passé. Elle est quittée à l'hôpital, elle est rentrée à la maison. Bon, nous on pensait que ça allait. Elle est partie au village et l'enfant. Un coup, la plaie s'est ouverte. Bon, c'est ça qui a entraîné sa mort. Elle a laissé le bébé de 6 ans et 6 mois plus tôt. C'est comme ça que c'est passé. Bon, j'ai ma tante qui a fait la césarienne et après, elle a même perdu son bébé. Donc après cette étape-là, elle a eu du mal à vouloir encore faire un enfant, de peur à passer encore à la césarienne. Donc après les conseils et puis consultation des sages-femmes, les années qui ont suivi, elle a pu
contacté une autre grossesse. L'autre grossesse, elle a pu accoucher dans de bonnes conditions. On dit par voie basse. Voilà, elle a pu accoucher normalement. Parce qu'on leur avait dit que si elle a contacté une première césarienne, la seconde fois qu'elle devrait accoucher, ça allait être aussi encore par césarienne. Donc c'est tous ces phénomènes qui faisaient qu'elle avait peur. Je suis mariée, mère de 3 enfants. En 2002, je suis tombée enceinte et tout se passait normalement. J'ai suivi mes soins, je partais à l'hôpital, le gynécologue m'a suivi correctement. Et quand le moment d'accoucher est arrivé, puisque pour moi, il n'y avait aucun problème, aucun souci, on est parti à l'hôpital, le travail a commencé dans la nuit déjà. À 6 h du matin, j'étais déjà à l'hôpital en travail, mais le travail a été long. Le médecin m'a dit comme ça qu'il y avait un souci, c'est que l'enfant se présentait pas de façon normale, c'est-à-dire par la tête, mais l'enfant présentait plutôt le visage et qu'il fallait rapidement faire une césarienne. J'étais très angoissée, j'étais soucieuse, j'étais anxieuse, je ne voulais pas. J'avais des préjugés en tout cas sur la césarienne, donc je ne voulais pas. Et il a dit non, qu'il faut qu'on sauve rapidement l'enfant parce que là, l'enfant veut sortir, mais il se présente mal. Et si on ne fait rien, ça ne va pas bien se passer. Donc avec l'accord de la famille et tout, on a accepté. Je n'avais pas le choix de toutes les façons. Il fallait me sauver et sauver l'enfant. Donc je suis allée au bloc. On m'a donc fait l'opération, on m'a anesthésiée d'abord. Et les minutes qui ont suivi, l'enfant est sorti. J'ai vu que l'opération s'est passée sans aucun problème. Je n'ai pas senti de douleur puisqu'il y avait l'anesthésie. Mais après ça, il y avait des petites douleurs. Donc on m'a hospitalisée 5 jours durant. Puis après, j'ai suivi les soins normalement. On m'a retiré le fil. Tout s'est bien passé. Des années plus tard, en 2010, je suis encore tombée enceinte. Mais il faut dire que j'avais peur parce que j'avais entendu des gens dire que quand on accouche par césarienne, ça veut dire que tous les autres accouchements vont se faire forcément par césarienne. Et donc moi, je m'étais apprêtée, je m'étais mise dans la tête que ça allait être forcément une césarienne. Et quand je suis arrivée, j'étais en travail. Après ça, le médecin m'a dit non, que tout se passe normalement. Je lui ai dit oui, ça se passe normalement, c'était comme la première fois, c'est ce qu'on m'a dit, mais après, l'enfant ne s'était pas bien présenté. Elle m'a dit non, il n'y a pas de problème, l'enfant se présente bien et c'est bon, on va aller accoucher. Là, les douleurs étaient tellement intenses, je ne tenais plus. Elle m'a dit non, on va en salle d'accouchement. J'étais surprise, je me disais que je devais aller au bloc, mais non. Elle m'a dit non, ça se présente bien, on y va, on est parti. Et j'ai accouché par voie basse, naturellement. Vraiment, moi qui avais peur, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas à avoir peur. Donc, ça s'est passé correctement. Le bébé est sorti. On m'a posé le bébé sur la poitrine. J'ai senti sa chaleur. Elle a crié normalement. Et les jours après, je suis repartie faire mes visites. Il n'y avait aucun problème. Aucun problème. Donc, j'ai pu accoucher par voie basse après avoir fait une césarienne des années plus tôt. Et la 3e grossesse aussi, suivie normale. Je suis arrivée à l'hôpital le jour de l'accouchement. J'ai accouché également par voie basse. J'ai accouché par césarienne la première fois, mais mes 2 autres bébés, je les ai eus par voie basse. Voilà, déjà merci à toutes ces personnes qui ont eu à intervenir dans cet élément. Donc, il y a tellement de questions, on va aller step by step. Vous allez nous donner tous les éléments de réponse. Docteur Kimou, on a entendu des complications et tout. Que faire en cas de complications? Alors, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, la césarienne peut aboutir à des complications. Bien sûr. Parce que c'est une intervention chirurgicale. Ces complications peuvent être immédiatement, à court terme, donc à moyen terme et à long terme. Alors, après une césarienne, ce qui peut survenir, il peut y avoir une hémorragie sur le champ. Ça dépend de l'indication de la césarienne. Après une césarienne, on peut suppurer, comme ce que la dame a expliqué. C'est-à-dire la plaie, puisque c'est une ouverture, la plaie peut être contaminée et donc entraîner des complications pariétales. À long terme, c'est souvent les douleurs qui persistent quelquefois, puisqu'il y a eu une ouverture au niveau de la cavité abdominale. Donc effectivement, ces complications-là existent. C'est pour ça qu'il faut faire cette césarienne quand c'est vraiment nécessaire pour la patiente et pour son bébé.
Alors tout à l'heure, vous allez nous dire quel suivi avant et après une césarienne. On l'a vu avec le témoignage, la jeune dame qui disait qu'elle a pu accoucher par voie basse de manière normale après une césarienne. Donc on le constate avec ce témoignage que ça peut arriver. Ça peut exister, mais quand on a fait par exemple 2, 3, 4 césariennes, à quoi la femme s'expose? Y a-t-il des dangers? Oui, bien sûr. Les césariennes sont pratiquées sur l'utérus et c'est au même niveau, c'est-à-dire vous avez fait une première césarienne, la deuxième césarienne, c'est au niveau de la même cicatrice qu'on ouvre et qu'on referme. Alors, vous convenez avec moi, ouvrir la première fois, une deuxième fois, une troisième fois, c'est sûr que cette partie-là se fragilise. C'est pour ça qu'après 2 césariennes, il est conseillé que la femme accouche par césarienne pour les prochaines grossesses. Mais une première cicatrice, si la cicatrice a eu le temps de bien cicatriser, la plaie a eu le temps de bien cicatriser, alors cette femme peut accoucher. Ça a été le cas de cette dame-là dans le témoignage. Voilà. Quand vous accouchez, il y a un délai qu'on vous donne pour avoir une autre grossesse. Si vous respectez ce délai-là, si la cause pour laquelle on vous a opéré n'est pas une cause permanente, comme elle a dit, l'enfant s'est mal présenté pour son premier accouchement. La deuxième fois, l'enfant s'est bien présenté, elle avait un bassin normal, donc on l'a autorisé à accoucher par voie basse. Alors, donc, je vais donner l'exemple d'un tissu qui se déchire, que vous coupez, vous faites la couture, en ce moment c'est tissu, chez nous on dit la suture. Alors, une première fois, une deuxième fois, quand vous tirez sur ce tissu-là, ce tissu ne peut se déchirer que par le point là où on a incisé plusieurs fois. C'est la même chose pour l'utérus. Alors, les forces pendant le travail d'accouchement qui permettent à l'enfant, à l'utérus de pousser progressivement l'enfant pour le faire sortir, c'est des forces qui ne sont pas négligeables. Alors, donc, un utérus qui est déjà fragilisé par les incisions précédentes peut se rompre. C'est pour ça qu'après une deuxième césarienne, il est donc conseillé, pour ne pas que cette cicatrice-là s'ouvre, conseiller à la femme d'accoucher par césarienne. Pas césarienne, voilà. Malgré la peur et tout. Voilà, c'est ça. Alors, on va rester dans cette peur. C'est vrai que dans une certaine mesure, la césarienne, elle est effrayante pour certaines personnes. Alors, quel accompagnement avant et après la césarienne? OK. Non, au cours de la surveillance de la grossesse, vu l'évolution, on peut préparer la patiente à la césarienne. Mais souvent, tout se passe normalement et c'est en fin de grossesse, à l'approche de 9 mois, que le médecin gynécologue, après sa consultation, décide ou bien propose la voie d'accouchement à la patiente. Vu les conditions locales, vu ses antécédents, vu tout le résumé du dossier, estime que pour avoir un enfant en bonne santé, pour que la mère accouche sans complications, c'est conseillé donc de passer par la voie haute, qui est la voie par césarienne. Donc la sensibilisation se fait, on donne toutes les informations, on donne les raisons pour lesquelles on lui propose cette voie d'accouchement. Alors, permettez-moi de revenir un peu sur le nombre de césariennes. Y a-t-il un nombre limite? Non, non. On peut y aller. Il n'y a pas de nombre limite en ce qui concerne l'accouchement par césarienne. Okay. Alors, vous pouvez accoucher même 5 fois par césarienne. Pourvu que, après chaque césarienne, quand le médecin opère, il constate que l'utérus a bien cicatrisé, la paroi abdominale a bien cicatrisé et qu'on a assez facilement la cavité abdominale pour pouvoir aller sur l'utérus et extraire l'enfant. Chaque fois que ce constat est fait, cette dame-là, on l'autorise à continuer à faire ces accouchements par césarienne. Par contre, vous pouvez aller, souvent vous avez des difficultés, compte tenu de la mauvaise cicatrisation qu'il y a eu après la dernière césarienne, vous avez des difficultés pour avoir accès à l'utérus. Et quand vous tombez sur l'utérus, souvent l'utérus est déjà fragilisé. Donc après une telle intervention, dans les suites opératoires, vous demandez vous informez la dame que la prochaine césarienne risque d'être encore plus difficile que ce que nous avons connu maintenant. Donc il est conseillé que les 2 enfants que vous avez eus, les 3 enfants que vous avez eus, il est mieux que vous arrêtez. Parce que la prochaine césarienne peut se compliquer. Puisque dans la cavité abdominale, il y a la vessie qui est à côté.
de l'utérus, les intestins qui viennent se coller. Et donc, plus on a des difficultés pour rentrer, on peut avoir des plaies intestinales, des plaies vésicales qui vont compliquer l'intervention. Voilà. Donc, tant que ces choses-là sont résolues, qu'il n'y a pas de problème, elle peut faire autant d'enfants qu'elle veut. Par césarienne. Alors, docteur Kimou, vous me rectifiez si j'extrapole. Mais dites-nous, malgré la peur que ces femmes ressentent et tout, et comme nous le disait quelqu'un dans le domaine de la santé, il existe beaucoup de césariennes aujourd'hui. Est-ce vrai et pourquoi? Oui, bon, effectivement, le taux de césarienne a évolué pour plusieurs raisons. Dans les années 90, la plupart des pays africains, surtout les pays en dessous du Sahara, tournaient autour de 1% des césariennes pour tous les accouchements. Et en 2000, la plupart des pays ont doublé leur taux d'accouchement par césarienne. Et plus le pays se développe, plus le taux de césarienne augmente. Okay. Mais c'est pas parce que ça ne justifie pas ce que les gens disent. L'évolution de la médecine, l'évolution des techniques diagnostiques permet d'appréhender des problèmes plus facilement et donc de proposer la voie d'accouchement qui sied à la situation. Donc effectivement, le taux de césarienne a augmenté. Aujourd'hui, la plupart des pays tournent autour de 5% pour ceux qui sont choses, mais la plupart sont au-dessus encore des 3%. Mais il est conseillé d'augmenter ce taux de césarienne pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. Parce que dans les années 90, la plupart des populations, la population n'avait pas forcément accès à cette technique opératoire. Et donc, beaucoup de femmes accouchaient par voie basse, mais avec beaucoup de complications. Et souvent, la mort s'en suivait. Maintenant, je pense que les gouvernements ont mis tout en place, les infrastructures existent. Vous allez dans des coins beaucoup plus reculés, on peut trouver un bloc opératoire, un gynécologue, un médecin anesthésiste ou bien un infirmier anesthésiste. Et donc, l'offre de la césarienne est allée un peu plus proche de la population. Donc, ça permet donc de régler ces questions de mortalité maternelle liées à l'absence de la césarienne. Alors, est-ce que aussi, quelque part, les causes ne sont pas dues au mauvais suivi de la grossesse? J'appelle mauvais suivi le manque de repos, une alimentation un peu mitigée et tout. Est-ce qu'on ne peut pas aussi regarder de ce côté-là? Bon, effectivement, une grossesse qui est mal suivie peut évoluer avec des complications. Oui. Par exemple, une dame qui ne fait pas régulièrement ses consultations, chez cette dame-là, on peut passer à côté d'une hypertension artérielle qu'on aurait pu régler au cours de la surveillance de la grossesse. Oui. Et comme elle n'a pas consulté, on n'a pas pu détecter. Et à la fin, cette hypertension, ça se complique. Et devant cette complication, on lui propose donc la voie d'accouchement qui sied, qui est la césarienne, par exemple. Alors que si on l'avait suivi normalement, on allait maîtriser les chiffres tensionnels et à la fin de la grossesse, si les conditions locales se présentaient bien, cette dame pouvait accoucher normalement par voie basse. Dans notre élément que nous avons présenté, on a entendu j'ai eu des douleurs à la suite. C'est vrai que pendant, on n'a pas parce qu'il y a l'anesthésie qui est en train d'agir. Après, on a des douleurs. Ce sont des douleurs normales? Oui, effectivement, c'est une intervention chirurgicale. Oui. C'est pour ça qu'après la césarienne, on met des antidouleurs. Et donc, ces antidouleurs peuvent ne pas avoir forcément des effets sur longue durée. Et donc, à la fin de l'effet de ces antidouleurs, il peut avoir des douleurs. Il faut remarquer aussi que, il faut le dire, la douleur aussi est une expérience personnelle. Hein. Oui. Pour la même douleur, la patiente X va estimer que c'est trop, l'autre va estimer que c'est supportable. Mais effectivement, cette intervention chirurgicale-là s'accompagne de douleurs et le personnel médical le sait. C'est pour ça que dans les suites opératoires, on fait tout pour que cette douleur-là soit vraiment le plus supportable possible. Dans quelques instants, nous allons terminer nos échanges sur l'accouchement par césarienne, avantages et inconvénients, sans vouloir effrayer tout un chacun. C'est vrai qu'on s'est un peu attardé sur les complications, sur les histoires de douleur et tout. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a des avantages à faire un accouchement par césarienne? Si oui, lesquels?
Oui, comme je l'ai dit, il y a des avantages à faire l'accouchement par césarienne parce que ça évite des complications materno-fétales. Voilà. Donc, il y a des avantages, surtout quand on respecte les indications et que la dame, c'est-à-dire la patiente, est en parfaite harmonie dans la compréhension, bien sûr, avec son médecin gynécologue. Parce que ce qu'on remarque souvent, on est obligé de faire cette césarienne qu'on aurait pu faire de façon calme. Hein? On est obligé de la faire en urgence. Oui. Et plus on fait la césarienne en urgence, la réussite n'est pas forcément la même chose quand on fait la césarienne de façon très calme. Pour préciser, il y a deux types de césarienne. Hein. Voilà, on peut faire la césarienne, c'est-à-dire au cours de la surveillance de la grossesse, on appréhende déjà le problème. Et donc, chez cette dame-là, on vous dit, madame, vous ne rentrez pas en travail. Parce que même si vous rentrez en travail, vous n'allez pas accoucher sans conséquence pour vous-même ou pour votre enfant. Donc, on programme cette césarienne, elle n'a pas mal, le jour, elle vient, on fait la césarienne. Ça, la césarienne est élective. Maintenant, il y a celle qu'on fait en urgence, c'est-à-dire le problème n'a pas été forcément vu au cours de la surveillance. Elle rentre en travail, et c'est ce qu'elle a expliqué l'autre. Tout à l'heure, oui. Voilà. Et au cours de ce travail-là, vous avez mal, vous avez très mal, mais après, on termine l'accouchement par césarienne. Et souvent, dans les zones beaucoup plus reculées, ces patientes-là arrivent, après des évacuations longues, arrivent vraiment à un stade vraiment compliqué. Et souvent, on fait la césarienne et l'enfant ne s'en sort pas forcément. Et la maman aussi garde des séquelles parce qu'il y a eu déjà des dégâts qui ont été déjà installés. Alors, Dr Kimou, nous sommes déjà au thème de nos échanges. Accouchement par césarienne, avantages et inconvénients. Qu'est-ce qu'on peut retenir avant de terminer? Alors, on peut retenir que le taux de césarienne n'est pas augmenté parce que le corps médical veut pratiquer la césarienne. Il y a le taux à augmenter parce qu'aujourd'hui, chaque femme a droit à toute évolution technique. Et donc, la plupart des femmes doivent avoir accès à cette césarienne, donc elle se pratique beaucoup plus. Et cette césarienne contribue à réduire la mortalité maternelle et infantile et réduit aussi les complications après un accouchement. Donc, il faut que les femmes comprennent, soient en harmonie avec leur médecin quand la césarienne est proposée. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. On a eu comme ça la possibilité d'approfondir nos connaissances sur ce sujet parce que nous-mêmes aussi, ça nous sert dans notre quotidien, tous les sujets que nous mettons sur la table de discussion ici à Matin Bonheur. Nous rappelons que nous sommes le jeudi 6 mai. C'est un jeudi où nous célébrons toutes les prudences ou tous les prudences. Voilà, toutes les personnes qui se prénomment Prudence. Donc, on fait un coucou à Prudence à Maïdou. Allez, Vanessa Ami va venir. Voilà, nous avons terminé. Voilà, on a terminé donc avec... le tuyau. Oui. Il fallait bien l'habiller. Avec du carton, on a fait 2 petites rondelettes pour bloquer notre essuie-tout. Nous allons ranger. Comme ça, tout simplement. Et voilà comment on se présente. Et on accroche grâce à ce qu'on a mis. On accroche la cordelette de derrière. Ouais. Voilà. On peut même écraser les grains de café et faire des sortes de petites vapeurs. Ouais. On peut mettre des fleurs. Oui, ça, c'est la touche de Vanessa. Voilà. Elle aime bien ça. Ça dépend. Donc, voilà. De chacun, voilà. Voici votre essuie-tout. Porte essuie-tout. Essuie-tout, c'est celui-là. Oui. Porte essuie-tout, c'est bien sûr voilà, ce que nous avons fait. Et puis, la petite touche africaine et tout. Voilà. C'est très joli. Café. Ouais. Vous aimez bien, docteur? Très joli. Très joli. Félicitations, madame. Merci. Ah ouais, c'est intéressant. On peut l'accrocher dans la cuisine. Exactement. Voilà, tranquillement. Pour, mais dans le salon, bon, pas au salon forcément. Non, dans la cuisine. Dans la cuisine, c'est mieux. Oui, c'est vrai qu'on aime utiliser les essuie-tout aussi lorsqu'on est à table. Oui, mais dans la cuisine, je préfère ça dans la cuisine. C'est plus pratique. C'est plus pratique dans la cuisine. Si. En tout cas, merci beaucoup. On sera très prochainement encore avec elle pour découvrir d'autres astuces, d'autres conseils. On l'a dit, elle nous permet comme ça d'agrémenter un peu notre quotidien avec ces petites choses. Et là, cette tasse que vous voyez là, ce sont des grains de café. C'est assez particulier. Voilà, des grains de café. Et puis, pour vous dire que c'est du café, tout simplement, que vous pouvez mettre là-dedans. Alors, merci beaucoup à Vanessa qui va rester avec nous. On va terminer
cette émission. On va dire donc merci à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. On a évoqué comme ça avec le docteur Kimou l'accouchement par césarienne, avantages et inconvénients. Bien avant, c'était comment bien récupérer après un AVC en compagnie du docteur Yves Blanchard-Envaux. On espère que vous avez eu de plus amples informations sur nos différents sujets aujourd'hui. Demain, on sera encore ensemble pour bien terminer la semaine. Merci à Konema Sandje qui a réalisé cette émission, à toutes les équipes qui nous accompagnent déjà très tôt le matin, dès 3h, 4h du matin, pour vous faire plaisir sur la chaîne qui rassemble. Que Dieu vous garde. Au revoir.